Madame, Monsieur, bonsoir. C'est l'heure du 20h. Tout de suite, les grandes lignes. À la une ce soir, cet accident ferroviaire dans le Maniema. Un train a quitté le rail. Le bilan fait état de 11 personnes grièvement blessées. On ignore encore jusqu'à ce jour la cause de cet accident. On y revient dans un instant dans le corps de ce journal. L'actualité, c'est aussi ces New Deal entre Kinshasa et Varsovie dans la construction des infrastructures numériques. Les points importants de cet accord concernent la cybersécurité et la cyberdéfense. Le contenu de cet accord à suivre également dans ce journal. Bienvenue à tous. Tout d'abord, le compte rendu du Conseil des ministres avec la ministre de la Culture et Arts, Yolande Elébé. Suivez. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé à la Cité de l'Union africaine la 21e réunion ordinaire du Conseil des ministres du gouvernement de la République ce vendredi 8 novembre 2024. Le président de la République a enregistré plusieurs plaintes de nos compatriotes employés par des expatriés, particulièrement les Indo-Pakistanais, les Chinois et les Libanais et autres. En effet, c'est presque chaque année que les employés congolais des commerçants CEO identifiés réclament l'amélioration de leurs conditions de travail et que leur soit appliqué le nouveau barème de paie, notamment dans le secteur du commerce. En outre, ces travailleurs sont payés sans aucun bulletin de paie et la plupart n'ont aucun contrat de travail et assez souvent avec une absence de prise en charge médicale adéquate ou encore très faiblement organisée. Dans le souci de mettre fin à l'exploitation des employés congolais par leurs employeurs expatriés, il a engagé le ministre de l'Emploi et Travail par ses services spécialisés en associant l'Inspection générale des finances à initier la mise en place d'un mécanisme de contrôle régulier pour décourager ces abus et faire respecter toute la réglementation de la République démocratique du Congo en matière de travail et veiller à l'application des sanctions prévues. Un rapport est attendu à ce sujet d'ici fin décembre 2024. L'amélioration des conditions sociales du personnel de la télévision nationale. Le sujet était au centre des échanges entre le président de la Chambre basse du Parlement, Vital Kamerhe, et la délégation syndicale de la RTNC. Par la suite, le speaker de la Chambre basse du Parlement a reçu également les syndicalistes, cette fois du ministère de la formation professionnelle, Annie Mbalaka et Patrick Badibanga. Le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, a échangé le vendredi 8 novembre 2024 avec la délégation syndicale de la RTNC conduite par René Kalonda et celle du ministère de la formation professionnelle et métiers conduite par Jonas Lungongo Bowoya, tous présidents de leurs délégations syndicales respectives. Dans leurs exposés, plusieurs problèmes similaires ont été évoqués, notamment la non-application de leur nouveau barème par le ministère du Budget, le retard de paiement de leurs rémunérations et primes, le manque de transparence dans la mobilisation des recettes et dans l'affectation des dépenses. La délégation syndicale de la radio-télévision nationale congolaise a sollicité l'implication de l'autorité budgétaire pour faire appliquer les barèmes qui restent en souffrance depuis 2021. Même situation au ministère de la formation professionnelle et métiers, dont les barèmes tardent à s'appliquer depuis 2022, a révélé la délégation syndicale de ces ministères. Sur cette question, le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, a instruit au président de l'ECOFIN, l'honorable Guy Mafuta, de recevoir les délégués de chaque syndicat afin qu'ils prennent part aux travaux de cette commission de l'Assemblée nationale afin de trouver le mécanisme d'application de leur nouveau barème au cours de l'exercice budgétaire 2025. Hormis le problème salarial, la délégation syndicale de la RTNC a aussi plaidé pour un renforcement au niveau du management de leur entreprise pour l'amener à atteindre en toute transparence une mobilisation des recettes pouvant la rendre autonome financièrement au bénéfice de tous les agents. Quant à la délégation
délégation syndicale du ministère de la Formation professionnelle et métiers, elle a sollicité l'implication personnelle du président de l'Assemblée nationale à travers un appui au niveau du gouvernement pour résoudre l'épineux problème de mécanisation des agents de ce jeune ministère, dont seulement 2000 ont des numéros matricules et sont payés sur un effectif de 100 000. Le speaker de la Chambre basse du Parlement, le professeur Vital Kamerhe, a promis d'étudier profondément cette question avant de solliciter une quelconque intervention du gouvernement. Toutes les deux délégations syndicales sont réparties rassurées pour avoir reçu les assurances de l'attention de l'autorité budgétaire sur leurs revendications. L'ordre des avocats, l'ordre des médecins et voici à présent l'ordre des chimistes. Pour plus de rigueur dans l'exercice de cette profession, une proposition de loi du député national Vincent Lonombe a été déposée auprès du bureau de la Chambre basse. Edith Chala. Toute transformation de la matière est l'apanage du chimiste. Dans ce processus toujours irréversible, qu'elle soit biochimie, organique, inorganique, physique ou analytique, la chimie a ses maîtres, les chimistes professionnels. En RDC, les chimistes professionnels veulent s'organiser dans un ordre. Le député national Vincent Lonombe Kolonombe, élu du Sankourou, a déposé au bureau de l'Assemblée nationale une proposition de loi relative. Cette loi est très importante. On sait que tout ce que nous faisons, tout ce que nous contactons dans notre quotidien immédiat, en fait contient des matières, des particules, des molécules qui renferment les principes chimiques actifs et qui peuvent être nuisibles à la santé. Alors aujourd'hui, nous pensons que c'est très important. Cette tranche de professionnels aussi important pour même la modernisation et le développement de notre pays puisse trouver un cadre bien organisé, cadre dans lequel on va trouver comment ils sont organisés, comment ils doivent fonctionner, comment en fait ils doivent assurer. Les secteurs agricoles, de l'alimentaire, du cosmétique, sans être exhaustifs, attendent cet ordre des chimistes professionnels. À l'écoute de plaidoyers et recommandations de femmes de divers secteurs du pays, la première ministre Judith Suminwa Tuluka s'est résolue à gouverner à travers un leadership participatif des femmes. Les détails avec Jemima Mogo, Pompomba et Joe Coucou. Rempli comme un œuf, le chapiteau du Pullman Kinshasa a vibré d'énergie et de détermination, accueillant près de 500 femmes prêtes à faire entendre leur voix aux côtés de la première ministre Judith Suminwa Tuluka. Cette rencontre historique, inscrite dans le cadre de la première édition de l'Agora de la femme congolaise, se tenait en marge du lancement de 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre. Sous le thème « Réflexion stratégique sur la bonne gouvernance et l'émergence socio-économique du pays », cet événement était bien plus qu'une simple réunion. C'était une célébration des femmes et de leur lutte pour l'égalité et l'émancipation. Émue par la présence des femmes issues de divers horizons, des maraîchères aux femmes vivant avec un handicap, des enseignantes aux femmes politiques, religieuses et journalistes, Judith Suminwa a manifesté une écoute attentive et un respect sincère envers leur voix, en lançant un appel vibrant à la sensibilisation contre toutes les formes de violence dans le pays. Elle a touché les cœurs et rassemblé les esprits. Les inégalités que la femme a connues et connaît encore aujourd'hui devraient plutôt lui faire prendre conscience de sa fonction sociale. Car une femme épanouie est gage d'une famille heureuse, d'une communauté paisible et prospère, d'une nation stable et développée. Oui, la femme qui a accès aux opportunités économiques, au contrôle des ressources et qui jouit pleinement de ses droits sociaux, participe efficacement à l'essor de son ménage, de sa communauté, de son pays et de l'humanité tout entière. Les femmes, nourries par cette attention et cette considération, ont partagé leurs préoccupations et leurs recommandations avec fierté. Nous, les femmes vivant avec handicap, nous lui avons transmis notre recommandation et nous avons aussi joint
des pistes de solutions et à son tour, elle a réagi positivement. Au-delà de mes mots soumis, la Première ministre a engagé un dialogue constructif recueillant avec soin les propositions essentielles émanant des membres de 13 groupes thématiques. Cet échange empreint d'espoir et de camaraderie traduit l'engagement collectif vers un avenir où les droits des femmes sont pleinement respectés et célébrés. C'était à la une de 20h de ce week-end. Une dizaine de blessés graves, c'est le bilan d'un déraillement des trains dans le Maniema. L'on ne sait pas encore avec exactitude la cause de cet accident ferroviaire. Les faits avec Yvette Makuntima. C'est aux environs des 18h du vendredi 8 novembre 2024 qu'un incident s'est produit sur le chemin de fer. Un train des passagers Kambele-Mbele en provenance de la ville de Kindu, province du Maniema, vers Lubumbashi, province du Haut-Katanga, a connu un déraillement à 272 km de Kindu, dans la province du Maniema. Plusieurs voitures se sont renversées. Jusque-là, les causes exactes de cet accident ne sont pas encore connues, mais les passagers fustigent l'état vétuste du rail serré à la base de cet accident. Il s'est de signaler que c'est depuis l'époque coloniale que ces rails ont été posés et ne bénéficient d'aucun entretien. Le bilan provisoire de ces drames parle de 11 personnes grièvement blessées, dont certaines ont perdu les membres de leur corps. Ils ont été conduits en urgence dans une structure sanitaire du Congolo pour les soins appropriés. Pas de pertes en vies humaines, hormis des dégâts matériels importants. Des images filmées par un témoin sur place. Le programme de développement local des 145 territoires fait son chemin dans le sud Kivu, précisément dans le territoire de Walungu. Le vice-premier ministre, ministre du Plan, Guylaine Yembo, a procédé à la remise de 2 écoles, nous dit Peggy Mukunda. Dans le cadre du programme de développement des 145 territoires initié par le chef de l'État, que le vice-premier ministre, ministre du Plan, Guylaine Yembo, a procédé officiellement à la remise des bâtiments de l'école primaire Maral à Kaziba, dans le territoire de Walungu, dans la province du Sud Kivu. Tout ce qui a été promis, toutes les écoles, les bâtiments, ça sera fait. Et donc, pour ce qui reste pour la province du Sud Kivu, ça sera quelque chose qui sera réalisé et en bonne et due forme. Des mots de remerciements ont été adressés à l'endroit de l'initiateur du PDL 145 territoires par les bénéficiaires. Actuellement, nos enfants vont commencer à étudier dans de bonnes conditions. Nous envoyerons les élèves, sachant que l'école ne sera plus comme ça a été auparavant. Comblés de bonheur, les élèves de cette école primaire ont manifesté leur joie par des chansons et des danses. Cette démonstration de joie n'a pas laissé indifférent le vice-premier ministre, ministre du Plan, qui a partagé ce moment exceptionnel en communion avec ses élèves. Juste après cette cérémonie de remise, la délégation a visité les bâtiments de l'école primaire Moani-Kazi et qui attendent d'être équipés en mobilier avant leur remise officielle aux bénéficiaires. Sur place, le patron du Plan a donné des assurances pour ces besoins que prend en compte le gouvernement congolais. Les bénéficiaires, les comités des parents et les responsables de l'école n'ont pas manqué une fois de plus de remercier les chefs de l'État pour la réalisation du programme dans les territoires de Walungu. Les assises de la semaine ordinaire 2024 du comité directeur de l'Union de conseil des chargeurs africains ont tenu toutes leurs promesses. Kinshasa a accueilli pour ce faire 17 États membres. Willy Atumakov. Les assises de la première réunion de l'année 2024 du comité directeur de l'Union des conseils des chargeurs africains, UCCA, organisées du 30 octobre au 1er novembre 2024 à Kinshasa par l'Office de gestion du fret multimodal au GEFREM, placé sous le haut patronage du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et ouverte par le vice-premier ministre en charge des transports, Jean-Pierre Bemba Gombo, ont vécu sous la direction de Mme Ndeye Ntiam, présidente des conseils des chargeurs du Sénégal,
et présidente en exercice de l'UCCA, ces travaux essentiellement axés sur les discussions, échanges et harmonisation des documents de travail dans l'objectif de promouvoir les échanges commerciaux, les commerces extérieurs de chaque pays membre, d'assister et faciliter les activités des chargeurs africains, les comités directeurs avaient félicité Son Excellence Félix Tshisekedi, président de la République, chef de l'État, pour son engagement exemplaire en faveur de la coopération interafricaine. Autre temps fort de ces assises, c'était la descente des délégués des 17 pays membres de l'UCCA sous la conduite du directeur général de l'OGFREM à Maluku, dans la périphérie de Kinshasa, pour explorer la zone économique spéciale où l'OGFREM va s'impliquer dans un projet de construction d'un port et où plusieurs entreprises sont déjà installées. Doublons, cumulars, les matricules d'emprunt seront extirpés du fichier des agents publics émergents dans le budget annexe. L'inspection générale des finances a été associée dans ces travaux de nettoyage du fichier. Eh bien, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, en a discuté avec l'inspecteur général des finances, chef des services, Jules Alinghetti. Nadine Kilocho sur ces images de Moké Malouma. Matérialisons les assignations du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, s'active pour le redressement de l'administration publique en poursuivant avec le toilettage du fichier des services émergents au budget annexe. Reçu en audience par le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou, l'inspecteur général de finances, chef des services Jules Alinghetti, a reçu les directives pour l'accompagnement de ce travail en synergie avec l'IGAP, inspection générale de l'administration publique. Ça fait déjà plus d'une année que nous travaillons avec l'IGAP dans beaucoup de dossiers. Donc cette fois-ci, les deux inspections, nous serons engagés dans le nettoyage du fichier, plus particulièrement dans les volets budgets annexes. L'objectif visé par cette opération est d'éliminer les doublons, les cumulars, ceux utilisant les matricules d'emprunt, ainsi remettre de l'ordre au sein des services publics émergents de le budget annexe. Avec tout ce qui a été fait comme réforme au niveau de la fonction publique, nous ne pouvons que féliciter un travail de titan qui est abattu. Aujourd'hui, notre administration est de plus en plus modernisée. Il suffit seulement d'avoir les numéros matricules et vous entrez dans les sites web de la fonction publique, vous trouvez toutes les informations pour tous les fonctionnaires de l'État. Dans l'optique de rendre effective le triptyque, un agent, un poste, un salaire, le gouvernement de la République a mis tout en œuvre pour disposer d'un fichier toiletté reprenant que les agents certifiés réguliers. Ainsi, mettre en place une administration publique à la hauteur de la grandeur de la République démocratique du Congo. La construction des infrastructures numériques. La RDC et la Pologne s'accordent à renforcer la coopération dans ces domaines. Le ministre des Postes Télécommunications, Augustin Kibasa, a signé un accord à ce sujet avec son homologue polonais, Krzysztof Gałowski. D'autres précisions dans ses commentaires de Nono Manseko. Kinshasa et Varsovie ont signé un protocole d'accord pour la construction des infrastructures numériques en RDC. Augustin Kibasa Maliba, ministre des Postes, Télécommunications et du Numérique, et son homologue Krzysztof Gałowski, vice-premier ministre polonais des digitalisations, ont conclu cet accord ce vendredi 8 novembre 2024 pour le développement et la modernisation des ouvrages numériques en République démocratique du Congo. Le numéro 1 du numérique en RDC a présenté à ses interlocuteurs les opportunités qu'offre la République démocratique du Congo dans ces secteurs, tout en soulignant que les taux de pénétration de l'Internet au pays de Félix Tshisekedi est de 30%, tandis que celui de la téléphonie mobile est de 50%. Le Congo est au cœur de l'Afrique et le développement du numérique au Congo, il y aura un impact sérieux sur le développement du numérique et des télécommunications, non seulement au Congo, mais en Afrique. Le chemin critique qui mène les flux de communication partant de l'océan Atlantique vers l'océan Indien passe par le Congo, et partant de la Méditerranée vers le Cap, le Sud, passe aussi par la RDC. Donc nous sommes conscients du fait que développer le numérique et les télécommunications en RDC, c'est bon pour le pays, mais c'est bon pour l'Afrique, c'est bon pour le monde.
Le protocole d'accord signé entre la RDC et la Pologne concerne plusieurs points, entre autres la construction, le développement et le renforcement des capacités en matière de cybersécurité et de cyberdéfense, ainsi que la construction et l'équipement des centres de formation professionnelle antiques. La RDC est le premier pays africain à signer un accord avec la Pologne dans le domaine du numérique après les États-Unis et l'Ukraine. Et la conférence régionale sur le trafic illicite et transfrontalier d'armes légères et petits calibres se tient en ces moments dans la ville de Goma, province du Nord Kivu. Des travaux pilotés par la Commission nationale de contrôle des armes légères et petits calibres. On fait le point avec Edith Chala. Le mouvement transfrontalier des armes légères et des petits calibres est au centre de cette conférence régionale. Les pays frontaliers de la République démocratique du Congo se réunissent depuis vendredi dans une réflexion de 3 jours pour mettre en place des mécanismes efficaces de lutte contre la prolifération de ces outils de la mort et de l'insécurité dans la région. Landry Bissidi Chilombo, secrétaire permanent de la Commission nationale de contrôle des armes légères et petits calibres, CNCALPC, a rappelé l'engagement du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, et la détermination du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, dans cette lutte acharnée contre ces armes. La Direction générale de migration et la police nationale congolaise font encore face à un grand défi de gouvernance pour contrôler les vagues migratoires des populations et de leurs biens. Et c'est justement dans ce contexte que la Commission nationale de contrôle des armes légères et de petits calibres et réduction de la violence armée met un accent particulier sur la coopération régionale, la sécurisation des frontières et la prévention du trafic illicite des armes. Les pays frontaliers de la RDC présents à cette conférence partagent le souci d'éradiquer le mouvement illicite de ces armes légères et de petits calibres. Ces échanges des experts précèdent, comme des traditions, la réunion des ministres en charge de la sécurité de la région. La traque des ADF sur le sol congolais, une opération menée conjointement par 2 États, la RDC et l'Ouganda, l'heure est à l'évaluation des directives arrêtées par les 2 chefs d'État. On en parle à travers ces commentaires d'Edith Chala. Du jeudi 7 au samedi 9 novembre 2024 dans la ville de Béni, le sous-chef d'état-major général en charge des opérations et renseignements et commandant front nord de la province du Nord Kivu, le général-major Chikochi Tambwe Jérôme, au nom du chef d'état-major général Christian Chiwewe, a présidé le travail préliminaire du groupe des experts sur la mise en œuvre des directives arrêtées par les 2 chefs des forces FARDC UPDF à Kampala le 31 octobre dernier. Cette réunion de travail fait suite à la récente rencontre entre le président congolais Félix Antoine Tshisekedi et son homologue ougandais Yoweri Kaguta Museveni, chef d'État des 2 pays engagés dans la traque des ADF MTN, un groupe terroriste qui tue à Béni depuis 10 ans. Et nous recommandons la continuité des opérations dans notre secteur pour éradiquer en 100% les ADF. Nous avons besoin de la paix, rien que la paix dans notre secteur ou bien dans notre pays qui est la République démocratique du Congo à totalité. À l'issue de cette réunion de 72 heures, le général Bruno Mandevou, commandant secteur Sokola 1, basé à Béni, a remis le rapport final au sous-chef d'état-major général adjoint, le général-major Chikochi Tambwe Jérôme, qui au nom du chef d'état-major général Christian Chiwewe a félicité le travail abattu par les 2 délégations, tout en promettant de rendre compte de toutes les recommandations à sa hiérarchie. 3 ans depuis l'entame de l'opération Shuja, réunissant les forces de défense de l'Ouganda et celles de la République démocratique du Congo, plusieurs localités et villages ont été déjà libérés des mains des ADF MTN à la grande satisfaction des populations civiles. Les habitants de ces entités témoignent aujourd'hui du succès et disent être désormais libres d'accéder à leurs champs. Bogota, capitale de la Colombie, a abrité la première conférence sur l'élimination de la violence contre les enfants. Conférence à laquelle a pris part les vice-ministres de l'Éducation nationale. Un commentaire d'Anastasie Domo. La ville de Bogota, en Colombie, abrite la première conférence ministérielle mondiale sur l'élimination de la violence contre les enfants.
La RDC attend que pays solution dans les efforts pour l'élimination de la violence contre les adolescents a été représenté par une forte délégation de ministres sectoriels. La RDC s'engage d'ici 2030 à étendre la gratuité de l'enseignement secondaire pour éliminer les mariages des enfants et renforcer l'autonomisation des jeunes filles. D'ici 2030, la RDC s'engage à renforcer son cadre normatif, notamment sa politique nationale de justice transitionnelle et de mettre en place dans tous ces 145 territoires des espaces sûrs appelés Toyokana pour renforcer les stratégies entre les ministères de la Justice, de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté, des droits humains, du genre, famille et enfants, de la santé et des affaires sociales, ainsi que les organisations de la société civile et les structures communautaires pour une prise en charge holistique des survivants. Avec le progrès réalisé, le gouvernement de la République, représenté par le vice-ministre de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté Jean-Pierre Kézamundrou, compte mobiliser davantage des partenaires présents à Bogota pour l'accompagner dans ses combats pour la prévention et la lutte contre les violences à l'égard des enfants. Les camps des déplacés pour la capitale. Ils seront une centaine, ces enfants victimes de la guerre d'agression causée par le Rwanda dans la partie est du pays. Et ils vont prendre part à un événement à Kinshasa. Il s'agit de l'événement Kinshasa Solidaire. On en parle dans ces reportages. Kinshasa Solidaire est un grand événement pour la paix qui aura lieu au mois de décembre prochain pour attirer l'attention sur la protection des victimes de conflits dans l'Est de la République démocratique du Congo. Sous le haut patronage du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, cet événement sportif, initié par Variété Club France, vise à redonner le sourire aux enfants qui ont connu les affres de la guerre à l'Est de la République démocratique du Congo. On va parler de Kinshasa Solidaire, donc, qui est un événement qui va avoir lieu du 2 au 4 décembre prochain. On va dérouler. Donc, le plus important pour nous, comme je vous l'ai dit, c'est les ateliers pédagogiques le matin et c'est d'aller à la rencontre. Et donc vous avez 4 ateliers pédagogiques. Le premier atelier pédagogique, c'est le foot proximité et quartier. Donc il va y avoir un atelier avec des joueurs. Le président est très attentif à ce qui se passe. Pour les FONAREV, établissement public rattaché à la présidence, engagé dans les soutiens aux victimes des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, cet événement est une opportunité pour faire les plaidoyers pour la paix. Le FONAREV accompagne le projet en soutenant la participation d'une centaine d'enfants qui viendraient des camps des déplacés à Goma. C'est une occasion importante de faire du plaidoyer, surtout au niveau international, parce que c'est une activité qui a une très grande visibilité. Donc parler de la paix, pas au travers des adultes, mais plutôt au travers des enfants qui au quotidien vivent dans une situation assez compliquée, pour ne pas dire autre chose. Un match de gala est prévu le 3 décembre. Variété Club France affrontera la sélection RDC All Stars au stade de Martyrs. Les joueurs qui vont être là, il y a Eladji Diouf, vous avez Mamadou Niang, déjà vous avez le Sénégal. Vous avez le Cameroun, vous avez des grands joueurs qui ont marqué le football français international. Donc automatiquement, vous avez Fally Poupa qui est votre plus grand ambassadeur dans le monde. La diaspora congolaise est présente partout dans le monde. Donc il va y avoir automatiquement un impact international sur ce match-là. Par la communication que l'on va faire, mais par la communication des personnalités que vous avez autour de la table. Tous les fonds récoltés seront remis aux victimes de l'Est de la RD Congo. Il faut plus de doses de vaccins pour éradiquer les Mpox sur un autre front. L'association Women of Fight et l'Église des Saints des derniers jours apportent leur assistance. Images et commentaires. Dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de Mpox, l'association Women of Faith, en collaboration avec le soutien financier de l'Église de Jésus des Saints des derniers jours, a fait un don important des médicaments, des vivres et des produits non alimentaires à l'Institut national de santé publique, INSP. Ces dons remis vendredi 8 novembre 2024 au directeur général de l'INSP, Dr Mwambaka Zadi Dieudonné, visent à venir en aide aux patients atteints de Mpox, hospitalisés dans plusieurs structures sanitaires de Kinshasa. Nous enseignons à nos membres à aimer leur prochain
une manière plus significative pour nous de prouver notre amour pour le prochain, c'est de soutenir le gouvernement, les organisations qui sont en train d'aider la population. Notre assistance est composée de vivres, non vivres, les kits médicaux pour soulager tant soit peu les malades atteints par mpox. Notre organisation sensibilise la population quinoise à respecter les mesures sanitaires élaborées par le corps médical. L'impox existe et c'est réel. Cette initiative s'inscrit dans une démarche de solidarité visant à sensibiliser le public à la gravité de l'épidémie de mpox et à renforcer le soutien aux personnes touchées. Fini les crises à répétition entre exécutifs provinciaux et assemblées provinciales. Le secrétaire permanent de l'Union sacrée, André Mbata, l'a fait savoir au président des assemblées provinciales, Robert Ndaye. Des orientations précises et claires de la haute autorité politique de l'Union sacrée de la Nation, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ont été transmises aux institutions provinciales de 26 provinces de la RDC. Après le gouverneur de province reçu au siège de l'Union sacrée de la Nation par le secrétaire permanent, le professeur André Mbata Betokoumé Soumangou, c'était le tour des présidents des assemblées provinciales de 26 provinces de la RDC à discuter sur le fonctionnement des institutions provinciales. Le secrétaire permanent a rappelé à ses hôtes que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et haute autorité politique de l'Union sacrée ne veut plus entendre les crises et tensions qui ont secoué entre 2019 et 2024 les chefs des exécutifs provinciaux et les assemblées provinciales. À l'Union sacrée, la plateforme du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il faut privilégier le dialogue pour la bonne marche des provinces, a martelé le professeur André Mbata Betokoumé Soumangou. Nous sommes dans la perspective de la redynamisation de l'Union sacrée de la Nation. La mission que son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, haute autorité politique de l'Union sacrée pour la Nation, m'avait confié. Les présidents des assemblées provinciales remercient le secrétaire permanent pour la démarche interactive entre la structure politique du chef de l'État et les institutions provinciales. Nous sommes très émus parce que c'est la première fois que l'Union sacrée, au travers du secrétariat permanent, puisse recevoir les présidents des assemblées provinciales, que nous puissions nous retrouver autour du secrétaire permanent pour voir encore comment projeter l'avenir de notre famille politique. À l'approche de la réélecture de la Constitution, chaque province doit donner la main à la pâte et contribuer à la vulgarisation de cette campagne et barrer la route aux vendeurs des illusions. À l'UDPS, les frondeurs sont-ils finalement revenus à la raison? Un nombre important a rallié le secrétaire général du parti présidentiel dans la campagne sur la révision constitutionnelle, Alain Bikaï. À l'image de l'enfant prodigue de la Bible, ces groupes de cadres et combattants de l'UDPS, conduits dans l'égarement par le frondeur, a décidé librement de retourner au bercail pour se conformer à l'appel de leur secrétaire général, faisant office du président intermédiaire de leur parti. Informé de leur présence au sein du parti délimité, Augustin Kabouya n'a pas hésité à ouvrir les portes de sa résidence à ces derniers. Au nom de ses camarades, le porte-parole de cette délégation a fait le mea culpa au numéro 1 de l'UDPS, tout en lui rassurant de leur accompagnement sur les fronts de la révision constitutionnelle. Tous les combattants et toutes les combattantes qui étaient un peu égarés et qui veulent revenir à la raison. Vous êtes notre papa. On vous demande pardon pour tout ce qui s'est passé. Allez dire à notre grand-père, qui est l'autorité de référence de notre parti, le chef de l'État, que les enfants de l'UDPS, Tshisekedi, sont revenus à la raison. La charge que vous avez, nous sommes prêts à la partager. On a des grands objectifs à atteindre d'ici là. Il y a la révision constitutionnelle qui nous attend devant là. Pour l'honorable Augustin Kabouya, le manque de vérification des intox propagés par les frondeurs serait à la base de la situation qu'a connue les partis. D'autres sources renseignent que plusieurs cadres et combattants qui étaient dans la fronde cherchent à réintégrer les rangs. Avant de boucler complètement ce journal, 100 jours pour poser des actes concrets, eh bien, le chef de l'exécutif provincial du Congo central a procédé à l'évaluation du travail abattu. Suivez.
Initialement prévu à 11h vendredi 8 novembre 2024, le point de presse convoqué a été repoussé vers 15h à la suite d'une pluie dite de bénédiction qui s'est abattue sur la ville de Matadi, chef-lieu de la province du Congo central. D'entrée de jeu, le conseiller Martin Solo a peint au travers une allocution magistrale un tableau largement positif des actions du gouverneur de province. L'avènement du gouverneur Grace Bilolo à la tête du Congo central a apporté une forte substance. Il a réussi en 3 mois à jeter les bases solides de la relance et du développement de notre province. La politique, la santé, la sécurité, le social ou encore les infrastructures. Le Congo central se trouvant sur la voie du développement intégral sous l'impulsion du chef de l'exécutif provincial Grace Nkwanga Maswagi Bilolo enregistre des grandes avancées en peu de temps comparativement aux années antérieures. Il y a une démarcation, dit-il. Dans un passé récent, lorsque le gouverneur était absent, la province s'endormait. Mais aujourd'hui, à l'absence du gouverneur, le vice-gouverneur travaille. Ce sont là des signes prémonitoires d'une cohésion provinciale. Le Congo central sous Grace Bilolo se porte mieux qu'il y a 2 ans. Accompagné de son collègue conseiller politique, maître Hippolyte Vassika, ont été à la hauteur de cet exercice de redevabilité. Aucun sujet saillant n'a été laissé en reste. Sur une note excellente, devant quelques invités, le point de presse consacré aux premiers 100 jours du 35e gouverneur de la province du Congo central s'est clôturé sous une ambiance de convivialité dans la résidence officielle à Ciné Palace. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Kinshasa connaît un week-end pluvieux. Allongés sur vos canapés, nous vous souhaitons une excellente suite de programmes sur nos antennes. Bonsoir chez vous.